Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. C'est Julien Pierre, ancien international de rugby, fondateur de Fair Play for Planet, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. On verra comment partager la passion des grands événements sportifs tout en limitant leur impact. Mais d'abord, je reçois Marie Gagné, la directrice du département économie technique et informatique de l'interprofession des vins de Loire. On verra comment réduire l'impact de la filière en réemployant les bouteilles. Dans une dizaine de minutes, c'est un nouvel épisode de Transitions urbaines que je vous propose avec Alexandre Herveau. Direction Bordeaux aujourd'hui pour découvrir Néold et ses vélos électriques reconditionnés. Et puis dans notre rubrique Startup et Innovation, je vous présenterai Cosma qui cartographie les fonds marins grâce à des drones. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Marie Gagné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice du département économie technique et informatique de l'interprofession des vins de Loire, Be Smart for Change, qui est partenaire d'Interloire pour notamment éditer une série de podcasts animés par Sybille Adjouane. Et donc, vous allez participer à notre émission régulièrement. Je veux bien que vous nous présentiez Interloire en quelques mots. Combien de viticulteurs représentés, accompagnés? Oui, alors tout à fait. Alors, l'Interloire, c'est l'interprofession des vins du Val-de-Loire. C'est environ 2500 vignerons, maisons de négoce et caves coopératives qui regroupent et représentent le vignoble du Val-de-Loire, de Nantes à Blois pour 34 appellations, et une IGP, une indication géographique protégée, l'IGP Val-de-Loire, qui s'étend de Nantes jusqu'à l'Allier et voilà, aux portes de la Loire. Et aux portes de la Loire. Oui, alors moi, quand je vous entends parler, je pense à la route des vins. J'ai eu la chance de la faire à vélo. C'est quand même aussi un site touristique assez unique. C'est un site touristique qui permet vraiment de découvrir le vignoble au plein cœur du vignoble, des domaines et des vignerons. Et c'est une merveilleuse manière en vélo, la Loire à vélo, de venir découvrir et parcourir le vignoble. Alors, on va parler ensemble dans ce premier entretien des bouteilles, du réemploi des bouteilles et donc de leur empreinte carbone. Ces chiffres donnés par l'Institut français de la vigne et du vin, l'usage des bouteilles pèse en moyenne entre 17% et 27% des émissions de la filière. Pourquoi elles pèsent autant, c'est le cas de le dire, les bouteilles, à cause de leur fabrication, déjà de la façon dont pour fabriquer une bouteille de verre? Oui, tout à fait. Alors la fabrication de la bouteille de vin est assez impactante en termes d'impact d'émissions d'équivalent CO2, de gaz à effet de serre. Et c'est un contenant qui a été conçu pour une durée longue. Une bouteille de verre pourrait durer 80-100 ans, sauf que 8 bouteilles sur 10 en France vont être consommées dans l'année qui suit leur commercialisation. Donc on a un impact fort de notre contenant, de notre emballage, quand on parle de bouteilles en verre. Et il y a un vrai enjeu sur celui-ci, dans le projet de s'engager vers la décarbonation de la filière, de travailler vraiment sur un de nos leviers majeurs, qui est notamment la bouteille. Alors c'est la fusion, notamment pour le verre. Il faut monter à des températures très élevées pour faire une bouteille de verre. Donc ça consomme beaucoup d'énergie, c'est ça? Ça consomme beaucoup d'énergie et en France, près de 40% des bouteilles sont importées. Donc en plus, il y a une production qui est globalement une partie française, mais également un import. Mais alors, si on parle de ces bouteilles en verre, le taux de recyclage des bouteilles en verre, est-ce qu'il est bon en France? On va parler du réemploi après, mais déjà... Le recyclage, il fonctionne très bien. C'est vraiment ancré dans nos gestes tous de consommateurs au quotidien. Il a été initié dans les années 70 et aujourd'hui, il y a plus de 80% des bouteilles en verre qui sont déposées dans les bacs de tri sélectifs. Et du coup, la matière première, le verre, va être recyclé pour une seconde vie. Et du coup, c'est la récupération de la matière première. Oui, effectivement, on n'est pas dans la même logique, alors que là, vous vous engagez donc pour le réemploi. On est bien d'accord. Donc la même bouteille va être récupérée, nettoyée, réutilisée. Et ça passe par un partenariat avec 2 éco-organismes, Adelph et Citeo. De quoi s'agit-il? Racontez-nous ce partenariat. Alors... les éco-organismes Adelph et Citeo, donc Adelph, c'est la filiale de Citeo en charge de la filière vin et spiritueux. Donc Citeo, Adelph, ce sont les éco-organismes agréés par l'État qui accompagnent les professionnels dans tout ce qui va être gestion de la fin de vie des emballages. Toute entreprise est responsable des emballages qu'elle met sur le marché et du coup de leur fin de vie. Donc Citeo, Adelph accompagne la filière vin et spiritueux dans la fin de vie de nos emballages et notamment de la bouteille. Avec un objectif, combien de bouteilles
potentiellement réemployables. Alors, l'objectif, il est fixé par le gouvernement au niveau de la loi AGEC, donc au niveau de, de la réduction du gaspillage et de l'économie circulaire. Et l'objectif du gouvernement, c'est qu'en 2027, donc très prochainement, 10% des bouteilles soient réemployées. Non pas réemployables, mais réemployées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait un cycle et une deuxième utilisation. Donc, c'est un objectif qui est ambitieux. D'accord. Ça représente quoi pour vous? Combien de millions de bouteilles? Alors, un terroir, c'est 250 millions de bouteilles commercialisées par an. Donc, 10% réemployés, c'est vraiment un objectif fort. Mais on a la chance en Loire d'avoir un partenaire de proximité, notamment Bout à Bout, qui est très impliqué dans le vignoble. Et on est une volonté forte de s'engager dans cet objectif. Qu'est-ce que ça suppose en termes d'organisation, de préparation, pour que la filière puisse réemployer les bouteilles? Alors, en amont, ça suppose déjà plein de défis techniques et logistiques chez le vigneron, au niveau de la maison de négoce, pour choisir sa bouteille, la bouteille réemployable. C'est une bouteille qui est plus lourde que la bouteille à usage unique parce qu'elle va être utilisée une fois, deux fois, trois fois, voire une dizaine de fois. Donc, elle est plus lourde pour être plus robuste. Exactement, robuste au lavage. Ensuite, il faut utiliser des étiquettes, des cols, des encres qui permettent facilement d'être nettoyées. Donc, en fait, on va avoir des défis de choix de colle, qu'elles soient beaucoup plus hydrosolubles, sauf que nos bouteilles, par exemple, le vin rosé, le vin blanc que vous allez consommer à domicile, vous allez le mettre au frigo. Le crément de Loire, vous allez le mettre dans un seau à glace. Donc, on a aussi des défis de la pérennité de cette étiquette qui doit être facile pour le réemploi, mais qui ne doit pas perturber nos habitudes également de consommateurs. Après, vous allez avoir plein d'enjeux vis-à-vis de la sensibilité du distributeur et du consommateur dans ce geste de réapport, de collecte, de récupération de la bouteille qui est réemployable. Donc, elle doit être identifiée avec un logo, le logo Rapportez-nous. Et après, il y a tout un flux logistique de collecte, de simplification pour les consommateurs de rapporter facilement leurs bouteilles. Alors justement, ils vont les rapporter où, ces bouteilles? Alors, tout dépend du circuit de distribution. Quand vous êtes au restaurant, c'est assez simple parce que les restaurateurs en France sont très habitués au réemploi pour d'autres, des softs, d'autres types de contenants. Quand vous êtes au domaine, c'est assez simple. Si votre domaine fait du réemploi, vous revenez au domaine, vous rapportez vos bouteilles, vous repartez avec votre nouvelle commande et c'est assez simple. Quand on est en grande distribution, on a un vrai enjeu cette année de massifier, de développer le réemploi en grande distribution. Et là, c'est vraiment avec l'appui de Citeo Adelph et notamment d'un dispositif national qui s'appelle Reuse pour faciliter le réemploi en grande distribution et notamment avec des grosses bornes de collecte qui sont développées au magasin ou des simplifications dans des drives. Quand vous rapportez votre drive, vous redéposez vos bouteilles. Ce qui ne change pas fondamentalement, enfin si, c'est quand même un changement d'habitude pour le consommateur, mais au lieu de prendre ses bouteilles et d'aller les mettre dans une poubelle de recyclage du verre, on va prendre ces bouteilles et les ramener soit au supermarché où on les a achetées. Enfin, c'est pas un changement d'habitude si important que ça. Comment vous le pressentez, ça? C'est pas un changement si important, mais c'est un petit geste qui peut avoir un impact vraiment significatif dans l'impact carbone de nos activités. Donc, en fait, il faut le rendre facile et accessible pour le consommateur. Donc, des bornes de récupération ou des systèmes de collecte vraiment simples et déployés à proximité. Est-ce que justement, alors je ne sais pas où vous en êtes du déploiement de ce dispositif, d'ailleurs j'aurais pu commencer par là. Vous en êtes où? Alors, le dispositif d'activation au niveau de la grande distribution, il a été développé, activé en juin par Reuse donc et sur 4 régions pilotes. Donc, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, la région Nord. Donc, on est, nous, le vignoble Val-de-Loire, extrêmement bien placé. D'accord. Parce que j'allais vous demander quels sont les premiers retours d'expérience des consommateurs. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cette question? Est-ce qu'ils jouent le jeu, en quelque sorte? Alors, les consommateurs jouent le jeu, mais c'est très variable en fonction de l'endroit où je vais acheter mes vins. Quand vous distribuez en épicerie bio et en réseau de vrac, on a une clientèle qui est déjà très familière avec ces usages, donc c'est un taux de retour qui est très bon. En restauration, les taux de retour de certains vignerons sont de plus de 80%, donc c'est très important. Des entreprises comme le Fourgon qui livre à domicile ont un taux de retour de près de 90%. Donc en fait, tout dépend également de la facilité pour le consommateur de pouvoir redéposer et également la facilité pour lui d'identifier bien les bouteilles réemployables par rapport aux bouteilles à usage unique. Donc il faut les identifier clairement. Bon, puisqu'on parle de vin, on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Est-ce que c'est un surcoût pour les coopératives, les vignerons, les négociants? J'imagine que oui. Pour l'instant, c'est un
un coût d'investir dans des bouteilles réemployables qui est plus important que des bouteilles à usage unique. Mais en fait, toute cette dynamique de développement, de massification des volumes va permettre que les bouteilles, au bout d'une rotation, 2 rotations, 3 rotations, on ait des parcs de bouteilles réemployées qui soient sur des coûts bien plus accessibles et plus accessibles du coup pour tous les opérateurs. Ça veut dire que ça pourrait leur coûter moins cher à terme que de racheter à chaque fois des bouteilles neuves, en quelque sorte. Tout à fait. Oui. C'est le pari que vous faites. C'est le pari que nous faisons et nous avons pour cela besoin de développer les volumes de bouteilles réemployées et également de monter en compétences et en expertise sur certains leviers industriels. Je vous pose cette question parce qu'évidemment, alors pas forcément les vins de Loire, mais d'une manière générale, la consommation de vin dans le monde, la consommation de vin en France, elle est plutôt en train de baisser. Donc c'est un secteur qui est bousculé. Donc se lancer dans ces investissements qui sont géniaux, hein, si on vous invite, c'est qu'on est ultra convaincus, ça ne doit pas être si simple peut-être de convaincre les viticulteurs qui sont soumis à cette pression économique. Alors vous avez des viticulteurs en Loire qui sont vraiment volontaires et qui sont très investis dans cette démarche parce que c'est vraiment une volonté d'engagement environnemental qui les a poussés. Les leviers financiers, ils sont notamment levés en partie avec l'accompagnement d'Adelph et Citeo qui ont comme mission aussi de faciliter le démarrage de cette dynamique du réemploi en France auprès de leurs adhérents et des viticulteurs. Et pour les clients, pour les consommateurs, est-ce que ça... Alors c'est peut-être trop tôt pour répondre, mais est-ce que ça va leur coûter plus cher finalement? Alors, tout dépend les systèmes de réemploi qui sont choisis. Il y a des viticulteurs qui vont proposer le système de la consigne. Donc, ça ne change pas le prix du vin, mais vous avez une consigne monétaire classique. Lorsque vous rapportez une bouteille, vous récupérez votre consigne. Il y a des viticulteurs qui partent plutôt pour l'instant sur un engagement moral, qui expliquent, qui font beaucoup de sensibilisation. Donc, en fait, ça, c'est une construction qui est en cours, qui dépend du choix de chacun au niveau des domaines. Mais il y a plusieurs leviers possibles au niveau de la consigne monétaire ou un engagement moral. Merci beaucoup Marie Gagné, et donc à bientôt dans ce Smart Impact. On se retrouvera dans quelques jours, et je rappelle donc que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le vin c'est bon, mais avec modération. On passe à notre rubrique Transitions urbaines. Transitions urbaines, c'est notre rubrique. Une fois par mois, on vous emmène dans une ville de France. On se place dans la perspective des élections municipales dans 5 mois pour découvrir une ville et une entreprise emblématique avec Alexandre Herveau. Salut Alexandre, de vous retrouver sur ce plateau responsable éditorial de Sans Transition. Et donc, vous nous emmenez à Bordeaux. Oui, on passe dans le sud-ouest aujourd'hui. Bon, génial, pour découvrir Néol et Thibaut Pénicaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Néol que vous avez créé en 2022. Vous pouvez nous la présenter, votre entreprise? Bien sûr. Néol ? Néol, c'est une société qui propose des vélos électriques reconditionnés avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que on achète, on source, on détermine le prix des vélos. Ils vont passer à travers quantité d'étapes industrielles chez nous, de vérification des pièces, de changement, notamment de la partie électrique et des batteries. Et ces vélos sont proposés ensuite, que ce soit au public ou aux entreprises. Ils sont regarantis, vérifiés et 40% moins chers que le neuf en moyenne. C'était quoi le déclic, l'ambition de départ ? L'ambition de départ, je travaillais avant pour un site de petites annonces bien connu, et notamment dans l'automobile. Je me déplaçais à vélo, comme beaucoup de bons Parisiens maintenant. Et le constat était qu'il n'y avait pas vraiment de marché structuré sur le vélo d'occasion. Contrairement à l'automobile, où aujourd'hui il se vend 3 voitures d'occasion pour une neuve en France. Dans le vélo électrique est plus cher, plus complexe. Il y a des éléments électriques, des choses qui sont plus difficiles à réparer qu'un vélo musculaire, puisque c'est le terme consacré pour les vélos classiques. Et donc, je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire pour rassurer les clients, leur donner une seconde vie. Ce sont des vélos qui peuvent durer très longtemps. Et donc, je me suis dit, je vais appliquer le même genre de choses que ce que je connais en automobile, mais dans le vélo. Et de manière un peu concrète, pour l'utilisateur qui serait intéressé, vous avez un espace physique à Bordeaux, quartier Bassin Info, je crois. Vous avez une plateforme en ligne. C'est quoi un peu le process finalement de reconditionnement pour l'usager ?
Enfin, l'usager, lui, il arrive à la fin en général. Bien sûr, ouais. Pour acheter le vélo, pour acheter le vélo. Ouais. Mais s'il veut visiter, d'ailleurs, on le fait assez régulièrement. Avec grand plaisir, on le fait. Effectivement, on a 1500 mètres carrés d'entrepôt à côté des bassins à flot à Bordeaux. La très grande majorité est dédiée plutôt à l'atelier et à tout le stockage des vélos. Et on a un showroom avec quelques dizaines, voire centaines de vélos quand même qu'on propose. Le process. Les vélos vont passer à travers quantité d'étapes. Faut imaginer une espèce de grande douche à vélo. On a des bancs de tests électriques. On a toutes les accréditations nécessaires des fabricants de moteurs ou de batteries pour pouvoir vérifier, valider tous les codes erreurs et ainsi de suite. Et après, ce sont un atelier vélo géant avec des pieds d'atelier de partout, des mécaniciens qui réparent à longueur de journée les vélos, tout simplement. Alors, quelques chiffres clés sur Néol, cet atelier, plus de 1000 mètres carrés, 300 mètres carrés de showroom. Les prix, vous l'avez évoqué, ça va de 20 à 60% par rapport au neuf. 252 kilos de CO2 économisés par vélo reconditionné. Et donc, cette levée de fonds d'1 million d'euros annoncée cette année, avec quels objectifs, quelle stratégie il y a ce financement ? Alors, cette levée de fonds, c'est vrai qu'elle remonte déjà un peu et on est en train d'en entamer une suivante. Aujourd'hui, on a réussi à construire une entreprise où on a en place les process, les méthodes, le sourcing, les fournisseurs et beaucoup d'automatisation qu'il y a derrière. Maintenant, on veut passer à l'échelle supérieure. Et donc, c'est ça l'objectif d'une nouvelle levée de fonds, en tout cas, que l'on lance en ce moment. C'est d'aller s'étendre notamment dans d'autres villes. Donc Bordeaux restera notre ville de cœur de toute façon, mais aujourd'hui dans tout l'ouest de la France on est les seuls acteurs du type et l'idée c'est d'aller chercher d'autres villes. On voit que le système fonctionne, maintenant on veut répliquer ça ailleurs tout simplement. Et alors, on vient de parler du chiffre d'économie de CO2 que ça pouvait induire. Au-delà des objectifs, on va dire, de développement de business que vous avez, évidemment, c'est quoi un petit peu le sens environnemental que vous donnez à votre démarche ? Est-ce que vous vous inscrivez finalement dans la circularité, dans l'économie circulaire ? Complètement. On est pile dans le thème. Et en fait, beaucoup de choses sont axées autour du bon sens. Encore une fois, je citais l'exemple de l'automobile. Si on demande à la plupart des gens où est-ce qu'ils ont acheté leur voiture, la plupart vont dire je l'ai acheté d'occasion, c'est quand même beaucoup moins cher. On est beaucoup là-dessus. Ça reste le moteur numéro 1 d'achat, c'est le prix, pour un vélo comme pour le reste. Oui, mais alors quand on achète une voiture, d'occasion, c'est pas un engagement environnemental. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que quand on achète un vélo reconditionné, il y a cette dimension-là chez vos clients, quoi ? Oui, ça reste au second plan après la dimension économique, mais quand même, c'est un vrai plus. Et puis, encore une fois, il y a ce côté bon sens, c'est-à-dire que la plupart des clients avec lesquels on discute sont là, ils sont nickel. Les vélos, on fait quand même beaucoup de travail dessus, donc ils sont vraiment proches du neuf. Ce qui nous permet quand même de faire beaucoup d'économies de CO2 par rapport à la fabrication d'un vélo neuf. Et donc, le bon sens, c'est, en fait, c'est logique. S'il a une petite rayure en soi, et si j'économise 40%, ça reste tout à fait acceptable. C'est vrai que la question de la batterie, elle entre en compte parce qu'en matière justement de recyclage, en tout cas de reconditionnement, parce qu'on associe de plus en plus la batterie, métaux rares, extraction, etc. Pendant longtemps, ça a été une sorte de symbole de quelque chose d'écolo puisque c'est électrique, donc décarboné. Et en même temps, il y a des fois un peu une sorte de versant, double face de cette image-là. Mais le fait d'être reconditionné, vous la testez, ces batteries-là, et finalement... D'abord, la très grande majorité des batteries, nous, on garantit qu'elles sont valables à la sortie de notre process, à au moins 85% de leur capacité d'origine. Donc déjà, l'utilisateur ne sentira pas énormément la différence par rapport à une batterie neuve. Si c'était en dessous de ça, on les fait reconditionner. On travaille notamment avec une société locale à Bordeaux. Et après, les choses sont une question de proportion. Évidemment, le meilleur moyen de se déplacer, ça reste encore presque de marcher. Enfin, le plus écologique en soi, ça reste de marcher. Il faut bien se rendre compte que nous, sur des centaines de vélos qu'on a en stock, on avait fait la statistique, on a la base de données de toutes les capacités de batterie de nos vélos. C'est l'équivalent sur l'ensemble de notre entrepôt central de 2 ou 3 voitures électriques. C'est tout. Et donc, c'est très relatif. Oui, le mieux, c'est encore de marcher ou de ne pas utiliser de batterie. Mais honnêtement, la consommation d'un vélo ou même des métaux, ce que ça représente, c'est très mineur par rapport à la moindre voiture. Alors, question vraiment de béotien, mais ça dépend de quoi l'état de la batterie quand vous récupérez un vélo à reconditionner? C'est tout simplement le nombre de kilomètres qui ont été faits ou c'est l'usage par le premier utilisateur? Le nombre de kilomètres, ça joue évidemment, quand même.
Beaucoup de gens se trompent sur ce que peut faire une batterie. En moyenne, de ce que nous, on constate sur des milliers de vélos qu'on a vu passer et qu'on a revendus aussi, une batterie peut faire, avant d'être à 70%, en dessous de ce niveau-là, on considère qu'elle est plus valable, il peut faire 25 000 km. C'est rare. La plupart des gens ne les feront pas. Et donc, leur problématique sera plutôt de se dire, dans 7, 8, 10 ans, ma vie change, je veux autre chose, je veux un autre vélo, ce genre de choses. Donc, les batteries tiennent assez longtemps. Et après, en fait, plus les gens s'en servent, plus elles fonctionnent bien. C'est plutôt les batteries qui ont le plus souffert chez nous sont celles de vélos qui ont été entreposées quelque part dans un garage et qui n'ont plus bougé pendant des années. Ce sont des batteries au lithium, comme un téléphone, un ordinateur ou quoi que ce soit. Et on se rend pas compte, mais notre téléphone, on le charge tous les soirs sur la table de chevet ou ça dépend où à la maison. Une batterie de vélo va être chargée moins souvent, on tire un peu moins dessus, donc elle tient en fait assez longtemps. On va commencer à s'intéresser à l'écosystème bordelais. Alors, on peut donner quelques chiffres clés, parce que Bordeaux, c'est la ville en elle-même, 265 000 habitants. La métropole, qui regroupe 28 communes, c'est 844 000. Il y a une université, évidemment, c'est une grande ville étudiante. J'en sais quelque chose. 54 000 étudiants. Moi aussi, 200. Vous avez fait vos études à Bordeaux? Une partie. Ah, mais je ne savais pas qu'on partageait ça, tiens. Entre autres. Bordeaux-Paris, ça se fait en 2h04. Il y avait un autre chiffre clé que j'aurais pu donner, c'est le 2, comme la Nationale 2, mais je ne veux pas fâcher les fans des Girondins de Bordeaux, donc j'en parlerai pas. Et le maire, c'est Pierre Urmic, depuis 2020, maire écologiste, et un petit chiffre aussi sur le vélo à Bordeaux qui vient de tomber il n'y a pas longtemps. La part modale du vélo, c'est-à-dire dans les transports publics, c'est pour l'instant 8%. Ça a doublé depuis 2009. Et l'objectif, c'est 18% d'ici 2030, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font en ce moment. Pas plus tard que mi-octobre, là, on y est, une ouverture de pistes cyclables de presque 1 kilomètre. Il y a eu effectivement aussi des nouveaux parkings sécurisés qui s'installent. Parce que vous m'expliquiez qu'un des écueils qu'on pouvait avoir pour justement l'usage du vélo, dans une métropole comme Bordeaux, ça peut être évidemment le cas, c'est le vol, par exemple, ou tout ce qui peut endommager l'outil qui coûte cher. Exactement. L'un des premiers freins à l'achat pour un vélo électrique notamment, c'est le vol, c'est la sensation de sécurité. La ville de Bordeaux a fait quand même beaucoup d'efforts, que ce soit avec la création d'un réseau vélo express, donc avec des lignes, entre guillemets, comme des lignes de bus, mais dédiées au vélo, assez structurantes dans la ville. Et c'est en cours et ça continue à se développer. Donc il y a pas mal de choses. Il y a effectivement ces parkings qui permettent de sécuriser. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut se rappeler, mais ça c'est vrai à Bordeaux comme ailleurs, qu'au lendemain du Covid, on avait les coronapistes. Ça a été un énorme booster pour l'usage du vélo. Plus il y a de pistes, plus il y a de cyclistes, en fait, tout simplement. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser, c'est l'œuf et la poule, quoi. C'est quand même l'infrastructure qui accélère l'usage. Déterminant. Des villes comme Strasbourg ou La Rochelle, qui avaient beaucoup d'avance en France, ont beaucoup plus d'utilisateurs de vélos. Après, les 8% de part modale, ça reste beaucoup plus que la moyenne française. Et Bordeaux est une des villes les plus cyclables. Elle est très adaptée parce que, d'abord, c'est relativement plat. Et ensuite, fait à taille humaine, on traverse assez facilement Bordeaux à vélo. Donc non, pour nous, ça, c'est déterminant. Et puis, comme c'est une ville qui a beaucoup grandi en termes de population, beaucoup d'embouteillages, pas facile en voiture, donc ça donne envie de choisir le vélo. Comment vous décrivez l'écosystème d'entrepreneurs, l'entrepreneuriat local, ce qui fonctionne bien, par exemple? Vous en avez plein autour de vous, d'ailleurs, je crois. On est, alors, entrepreneurs, on commence à s'en éloigner, mais on est voisins, vraiment, littéralement à côté de chez nous, de Back Market. Qui, donc, en termes de reconditionner, est quand même l'un des symboles, et leur siège est à Bordeaux, juste à côté de chez nous. Et d'ailleurs, rien que dans la zone autour de nous, on a aussi ces discounts, autres entreprises emblématiques bordelaises. Mais bon, ça, on est quand même bien au-delà de la start-up à ce stade-là. A priori. En revanche, autour de nous, on a plusieurs sociétés. Alors moi, je suis plus spécialiste de la partie mobilité, mais on connaît bien une société qui s'appelle VUF, les vélos utilitaires français, qui fournit notamment à la Poste des vélos pour des charges lourdes, qui sont donc fabriqués à Bordeaux. On a à côté de chez nous, là aussi au bassin à flot, apparemment c'est le centre névralgique pour le coup, mais une société qui fait du leasing de vélos qui s'appelle Bicycle, et qui était une des sociétés importantes en France sur ce secteur-là.
Donc on a autour de nous quantité d'acteurs, et encore une fois autour de la mobilité, de la seconde vie du vélo, pour le coup c'est nous, mais de tout ce qui tourne autour. Allez, une dernière minute, une dernière question peut-être, Alexandre? Oui, peut-être qu'à l'approche des municipales, c'est vrai que c'est le moment où, et de Noël, on fait la liste au Père Noël. Si vous aviez une petite liste à transmettre au futur maire, qui sera peut-être l'actuel, on ne sait pas, ou un autre, ou une autre, ce serait quoi un petit peu les souhaits les prioritaires pour vous, pour que Bordeaux... Ce serait de la stabilité. Un peu comme ça peut être le cas dans d'autres domaines, ce sont des investissements longs et de long terme. Créer des infrastructures, des pistes ou autres, c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Donc, que ce soit à ce maire ou un autre, l'idée c'est de ne pas casser ce qui est en train de se construire. Ça prend du temps. Ce sont des choses structurantes pour des villes comme Bordeaux ou d'autres. Donc, ce serait surtout de ne pas casser l'outil. On avance pas à pas, faut pas choquer les consciences. Il y a beaucoup d'automobilistes, absolument rien contre. Il faut de la place pour tout le monde, mais donc voilà, de ne pas changer radicalement. Les initiatives sont bonnes, les gens sont contents. Ne cassons pas ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve le mois prochain. Exactement. Alexandre, à chaque fois je vous pose la question et à chaque fois vous n'avez pas la réponse. Mais là, je peux la dire. Ah, on va où alors? On ira à Lyon. On ira à Lyon, super, très belle ville et on sera ravis de découvrir une entreprise emblématique de Lyon. Merci, bon retour Merci beaucoup. à Bordeaux. On passe à notre grand entretien tout de suite avec l'ancien international de rugby, créateur de Fair Play for Planet, Julien Pierre. C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille Julien Pierre, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez déjà participé à l'émission, ancien international de rugby. Je ne peux pas faire toute la liste de vos titres, mais vous avez été champion de France avec Clermont, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France. Et donc aujourd'hui, vous présidez Fair Play for Planet, que vous avez créé il y a 5 ans. Déjà, on va remonter à l'origine. Pourquoi vous l'avez créé? Voilà. Tout d'abord, j'ai toujours été sensibilisé à la protection de l'environnement et des espèces menacées notamment. Et puis, j'avais conscience que le sport a un véritable pouvoir sur la société. Comme disait Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde. Et je suis persuadé que le sport a ce pouvoir-là, ce rôle pédagogique du sport amateur et le devoir d'exemplarité du monde pro, qu'aujourd'hui, 50% des personnalités les plus influentes au monde sont des sportifs ou des anciens sportifs. C'est des chiffres qui sont réels, qui sont sortis. Et puis cet engagement, ma carrière de sportif, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Et fait un constat également que le sport était très engagé sur les sujets sociaux, sociétaux, par nature, par essence même. Mais c'est vrai que sur les sujets de transition écologique, un peu moins facile pour eux à aborder aussi également, parce que c'est pas leur cœur de métier, tout simplement. Et qu'il existait plein d'outils pour mesurer, valoriser l'ensemble des actions qui sont menées au sein de ces structures sportives, mais qu'il n'existait pas d'outils universels qui permettent d'identifier, structurer, mesurer et valoriser l'ensemble des actions. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé... C'est un label, en fait, label, c'est ça. Voilà, on en vient au label Fair Play for Planet, qui fonctionne comment? Vous prenez, ça peut être un événement, ça peut être un club, et vous allez quoi? Calculer son impact, c'est ça? Alors, nos cibles, c'est les clubs pro ou amateurs, les événements sportifs, les établissements sportifs, piscines, patinoires, hippodromes, et dernièrement, les fédés, ligues, fédérations. Donc, on a créé un référentiel avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Évidemment, chaque référentiel s'adapte par rapport à la cible. Oui, ça ne va pas être le même référentiel pour une fédération ou pour une patinoire. Exactement, évidemment. Mais il y a une base commune. Et on va, à travers des indicateurs, des thématiques, mesurer toutes les actions qui sont mises en place sur le transport. Est-ce que vous avez sensibilisé le public à la mobilité douce, partagée? Est-ce que vous avez supprimé la viande dans les restaurants? Est-ce que vous avez mis des poubelles de tri? Est-ce que vous avez fait votre bilan carbone? Est-ce que la gouvernance est impactée aussi et est engagée dans ces sujets-là? Parce qu'on sait souvent que ça part aussi de là-haut. Donc, un référentiel qui est une sorte d'autodiagnostic pour les structures qui répond à toutes les questions qu'ils ont mis en place. Un audit. Parce que pour nous, l'audit est important, la vérification. Savoir d'où on parle. Exactement, on est capable de mesurer. Et puis après, c'est une démarche de progrès pendant 2 ans, le temps de la labellisation, avec différentes pistes de progrès qu'on va amener, différentes solutions qu'on va apporter aussi à travers
des webinaires, des catalogues de solutions, une veille normative, toute une communauté aussi qu'on essaye d'engager autour de ce mouvement. Et puis, vous avez commencé avec qui? On va parler des Ouais, nouveautés, parce qu'il y a plein de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats, mais vous avez commencé avec qui? avec la section paloise. Section paloise, donc le rugby. Logiquement, quand même. J'ai fini de jouer au rugby à la section en 2018. 2018-2020, je suis resté à la section. Bon. Et j'avais commencé à mettre ça en place. Et D'accord. quand je suis parti, j'ai dit... Et alors, c'est bien, parce qu'il y a moyen de faire un bilan. Qu'est-ce que le label Fair Play for Planet a permis d'améliorer à la dimension d'un club de rugby, en fait? Alors, déjà, ça a permis de structurer toute la démarche, Oui. de faire prendre conscience à l'ensemble des collaborateurs qu'en fait, il y avait une vraie démarche RSE au sein de la structure. Et je me souviens encore de la première réunion en disant j'ai envie de lancer ça à la section baloise. Et tout le monde m'a dit mais Julien, on ne fait rien. Et puis en fait, quand j'ai fait le tour de toutes les structures, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites actions qui étaient menées. Il a fallu les coordonner. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience du club dans cet engagement. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont travaillé sur tout ce qui est alimentation, travaillé sur le terroir, sur la mise en valeur du Béarn aussi au sein du club. Je sais qu'ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est mobilité avec la collectivité, pour tout ce qui est covoiturage, navette gratuite le jour de match. Parce que dans le bilan d'un événement sportif, évidemment, c'est le transport des spectateurs. On y reviendra en détail. Je vais vous citer, à chaque fois qu'on fait le grand entretien, on prend une citation d'un de nos invités. Et ça m'a intéressé parce que vous faites un lien. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, je sais à quel point les valeurs du sport, le respect, le dépassement, la solidarité, résonnent avec celles de l'écologie. Il y a le mot fair play dans dans le nom de ce label. Qu'est-ce que ça signifie pour vous au-delà du sport et pour la planète d'une certaine façon? Fair play, c'est marrant, c'est un mot anglais. On n'a pas de mot français. On est allé chercher un mot anglais, on n'a pas de mot français. Oui, on n'a pas de mot français. Pourtant, en tant qu'ancien rugbyman... on est souvent plus fair play que les Anglais? Je sais pas. Je vais pas me souvenir. Bon, allez, on va pas répondre à ça. Mais ça veut dire quoi, le fair play appliqué à finalement l'engagement environnemental? Nous, on a une vision, c'est de faire du sport un levier majeur de la transition écologique, véritablement. Et j'ai une ambition peut-être encore plus lointaine, c'est de me dire qu'aujourd'hui, dans les valeurs universelles du sport, on parle d'inclusion, on parle de solidarité, on parle d'indirectement de santé, mais la protection de l'environnement, ce n'est pas écrit dans les valeurs. Pour l'instant, ça n'y est pas. Pour l'instant, ça n'y est pas. Alors que pour faire du sport, on a besoin d'un environnement sain, partout qu'on soit, dans la montagne ou sur un terrain de rugby ou à la mer ou n'importe. Et je pense que les valeurs universel du sport, on devrait écrire la préservation de l'environnement ou de la nature, je ne sais pas sous quelle forme, mais voilà. Et je pense que le sport a cette véritable force pour accélérer cette transition et cette prise de conscience. Et comme je disais au début, le sport, c'est des jeunes qu'on forme et qu'on apprend à l'école de rugby, de danse, de basket. On le garde toute la vie. C'est un devoir d'exemplarité. Parce que quand un sportif s'engage sur telle ou telle cause, ça résonne beaucoup plus fort qu'un politique, qu'une entreprise ou autre. Alors, j'ai été surpris d'ailleurs, vous disiez que finalement, dans les personnalités les plus influentes de la planète, il y a 50% de sportifs, c'est ça, donc au niveau mondial. Est-ce que vous avez parfois du mal à les convaincre, ou est-ce qu'au contraire, ils se disent, mais oui, bien sûr, il faut y aller, quoi? Parce que vous prenez, j'imagine, aussi votre bâton de pèlerin pour aller voir soit d'anciens collègues rugbymen, soit d'anciens sportifs de haut niveau, ou des sportifs en exercice, en disant « toi, tu as un levier, vas-y ». Oui, et en même temps, je reviens au point de départ, c'est qu'en fait, dans les valeurs universelles du sport, il n'y a pas la protection de l'environnement. Donc, spontanément, ils vont peut-être vous dire oui, ok, c'est bien gentil, Julien, mais c'est pas là-dessus que je vais y aller, quoi. Et aujourd'hui, c'est compliqué les sportifs sont déjà engagés sur les causes sociales, sociétales, et j'en connais qui sont très, très engagés, que ce soit financièrement ou juste de leur temps et de leur image. Et c'est vrai que parfois, de dire moi, je vais m'engager dans la protection de l'environnement ou la réduction de l'empreinte carbone ou quoi qu'est-ce, et en même temps, je prends l'avion toutes les semaines parce que c'est mon quotidien. Et ça a été mon quotidien quand je jouais à Clermont.
c'est plus complexe. Ils se disent je vais être incohérent. Quoi. Je vais être incohérent. Ouais. Et j'ai été le premier, moi j'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement et des espèces menacées il y a plus de 10 ans. Mais pendant 8 ans, j'en ai pas parlé. Alors, pour différentes raisons, peut-être que je me sentais pas légitime, peut-être plein de choses, mais c'était quelque chose que j'avais envie de construire aussi. Donc, j'ai pas la réponse véritablement, et on voit qu'il y a des sportifs qui commencent à prendre la parole, les Nate Corson, Nikola Karabatic ou Djokovic, je sais, qui prend la parole sur ce sujet-là. Ouais. Alors, on va parler d'inclusion, parce que c'est la question. Alors, chaque semaine, chaque jour d'ailleurs, l'invité du Grand Entretien pose une question à l'un des invités de la semaine précédente. Et donc, c'est Arnaud Brun, qui est le président du conseil de surveillance d'Adéquate, qui vous pose une question. On l'écoute. Bonjour Julien, moi je trouve que le sport pour nous est un très bon vecteur d'inclusion pour le recrutement, donc nous en servons beaucoup pour casser un peu les codes. Moi je serais ravi de comprendre et de voir comment le sport peut être un moyen d'inclusion et un moyen de transformation écologique. Alors ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que un peu spontanément le sport est un vecteur d'inclusion. Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Alors, je pense par exemple l'ascenseur social que ça peut représenter. Mais est-ce que c'est vrai pour les personnes qui sont en situation de handicap? Et on va parler un peu des JO. Est-ce qu'il y a eu un effet JO ou pas? Parce que j'ai trouvé ce chiffre en préparant l'émission. Une structure sportive sur 3 n'est pas adaptée pour les personnes en situation de handicap en France. Oui, il y a encore du travail. Ouais. Il y a encore du travail. Et ces grands événements, on parlait de Paris 2024, les JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques, je pense, sont aussi une prise de conscience. Mais ça a changé vraiment la donne? Les changements sont longs. Moi, à titre personnel, ça m'a changé. Moi, j'ai été voir des compétitions paralympiques. Je pense que je n'y aurais jamais été s'il n'y avait pas eu JO. Je suis très honnête. Mais ça m'a changé et j'ai vu quelque chose de différent. Je prends un petit exemple qui est anodin. C'est ma petite fille de 5 ans qui a été une arrivée du Vendée Globe et qui me dit papa, super, on a été voir une arrivée du Vendée Globe et c'était le Chinois qui a qu'un bras. Et je trouve que dans cette phrase, il y a tout. Parce que c'est une petite fille de 5 ans, d'accord, mais elle n'a pas fait la différence. Qui, quoi, qu'est-ce? C'est pas grave, non, mais il a fait le tour du monde sur un bateau. Et voilà, et je trouve que les enfants, pour ça, ont cette force-là. Nous, on va voir la différence. Elle va voir le navigateur, point final, et le bateau, et point final. Et je pense qu'on devrait aussi s'inspirer de la jeunesse, parfois, de cette innocence. Et je trouve que les JO, pour ça, ont fait cette prise de conscience. Il y a encore du boulot, évidemment, et il y a des problèmes, et il y a aussi des choses qui avancent. On va parler des partenariats les plus récents que vous avez pu signer pour essayer de comprendre justement comment vous agissez et puis à quel point ça peut faire évoluer le bilan des événements sportifs, notamment un partenariat avec la marque Intersport. Alors ça consiste en quoi là? Alors, on a signé un partenariat avec Intersport il y a peu de temps. On avait rencontré les équipes RSE dans un premier temps. C'est là la porte d'entrée. Il y a plus d'un an ou deux. Et on a commencé à discuter. Intersport est une marque engagée pour le sport. D'ailleurs, c'est dans leur signature. Et évidemment, Intersport est un acteur majeur du sport français. Et ils ont cette responsabilité d'inclusion et d'apporter des solutions nouvelles aux acteurs du monde du sport. Intersport souhaite justement proposer aux clubs, aux ligues, aux fédérations qui les accompagnent, des solutions novatrices. Et dans le cadre de ce partenariat, nous, on a eu la chance de former les 200 commerciaux Intersport au label Fair Play Planet. Alors l'objectif, c'est pas que ces commerciaux deviennent vos commerciaux, nos commerciaux, mais qui puissent dire aux clients, aux clubs, aux fédérations qui les accompagnent, dire en fait, il y a une solution qui s'appelle Fair Play Planet, et grâce à cette solution, vous allez pouvoir structurer votre démarche de RSE, développement durable, éco-responsable, vous l'appellerez comme vous souhaitez. Vous allez pouvoir la valoriser auprès de vos différentes parties prenantes
qui va vous permettre demain d'aller chercher de nouvelles subventions, parce que les subventions publiques sont de plus en plus éco-conditionnalisées, vous permettre d'aller chercher de nouveaux partenaires privés, parce que les partenaires aujourd'hui ont besoin d'indicateurs dans leur sponsoring sportif, va vous permettre de fidéliser des bénévoles ou des éducateurs, parce que c'est un retour qu'on a eu aujourd'hui. En fait, les structures qui s'engagent avec nous, ça leur permet de fidéliser les bénévoles, parce que justement, il y a cet engagement qui est un peu plus que uniquement le sportif. Et puis, chercher de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, on a différents partenariats, dont un partenariat aussi avec le groupe L'Équipe, où on a tous les ans le palmarès Fair Play Planet qui paraît dans l'équipe. Toutes les structures sportives ne paraissent pas dans l'équipe tous les ans. Donc, c'est aussi un moyen. Voilà. Mais est-ce que vous diriez que, alors pas aujourd'hui, mais à terme, par exemple un club qui n'a pas fait cette démarche aurait plus de mal à trouver un sponsor? Parce que là, on parle d'intersport, il y a voilà, le sponsoring, c'est quand même l'un des piliers économiques du sport aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que ce label, ça ouvre la possibilité de toucher peut-être plus de sponsors potentiels? Alors on a aussi signé un partenariat avec la MGN, qui nous a intégrés dans sa stratégie climat. On est en discussion avec d'autres grands groupes. Il n'y aura pas que nous, mais clairement, tous les grands groupes nous le disent. Demain, il y aura besoin d'indicateurs. Et en réalité, ils sont déjà là. Parce qu'aujourd'hui, quand un club, un événement sportif va voir un partenaire, le partenaire va demander tout de suite qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place en lien avec sa politique RSE. On parle d'inclusion, on parle de sport féminin, on parle... Est-ce que vous faites ça en place? Est-ce que vous le mettez en place? Et si vous le mettez en place, du coup, oui, on peut parler de partenariat, mais qui n'est pas uniquement axé sur le sportif, mais qui est axé aussi sur le rôle sociétal du sport. Ok, mais je repose la question, est-ce que c'est forcément ce que vont chercher les sponsors? Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont chercher le rayonnement de leur marque, quelle cible le club va toucher, etc. Enfin, vous voyez, évidemment, c'est pas forcément l'engagement environnemental du club qui va les faire venir. Évidemment, il y a d'autres indicateurs, évidemment. Mais de plus en plus de marques rattachent le pôle sponsoring au pôle RSE. Donc il y a aussi un lien. Et aujourd'hui, quand une marque dit à une feuille de route à 2030 sur la décarbonation, sur les engagements, sur son activité même, une feuille de route sur ses collaborateurs, comment les engager, sur le sponsoring, où il est le plus visible, c'est compliqué de dire on va mettre aucun indicateur et on va demander absolument juste un ROI économique ou de visibilité. Effectivement. Vous avez des fédérations ou des ligues de sport pro qui se sont engagés Pas encore, parce qu'on a sorti le référentiel il y a peu de temps là, sur les ligues, les fédérations, mais ça devrait tarder. C'est quasiment... on est quasiment au moment de l'annonce, qui est une vraie question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les déplacements, parce que on va là s'intéresser aux grands événements sportifs et à leur impact. On a ce chiffre qui nous dit que les transports correspondent à environ 80%, c'est énorme, du bilan carbone d'une manifestation sportive. Intuitivement, on se doutait que c'était les transports qui pesaient le plus, mais c'est 80% du bilan carbone d'une manifestation sportive. Est-ce que ça met en cause l'existence même de ces événements? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va faire plein d'efforts sur l'alimentation, sur les emballages, sur les plastiques à usage unique, etc. Mais il n'empêche qu'on va faire venir des spectateurs du monde entier, quoi. Oui, et c'est une vraie question. Et là, vous prenez l'exemple d'un événement international. On était en discussion hier avec un club de basket. Il me dit, mais en fait, nous, dans notre ville, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de problème de parking. Demander à des spectateurs de venir en covoiturage ou en vélo quand il pleut, en réalité, ça ne se fera pas. Enfin, ou ça sera très très long de changer ses habitudes. Donc, oui, c'est une problématique. On parle de 80%, mais c'est entre 70 et 90, même parfois un peu plus, l'impact en fonction des événements, quoi. En fonction des événements. Donc, il y a un vrai impact. Comment on réduit, on arrive à réduire au maximum cet impact? Il y a des solutions qui sont réfléchies au niveau mondial. Déjà, peut-être la première solution, c'est d'arrêter de les multiplier. Les événements en question. Ces événements, peut-être.
Là, on va parler foot. Hein. Si vous me cherchez, on va y aller. Parce que la Coupe du Monde des clubs qui a été organisée par la Fédération on peut parler de rugby aussi, hein, ça ne me dérange pas. Y a pas de souci. Mais on va parler de rugby aussi si vous voulez. Mais c'est vrai que. Ou alors la prochaine Coupe du Monde de football qui va se dérouler dans 3 pays en même temps. Enfin, on est quand même dans l'antithèse, quoi. On est dans l'aberration écologique. On est dans l'aberration et dans l'aberration écologique, dans l'aberration pour la santé des joueurs. Parce que quand je vois des joueurs qui font des matchs de foot, qui font 60, 80 matchs par an, on met en danger la santé des joueurs. C'est vrai aussi en rugby. Et c'est en vrai aussi au rugby. Et dans tous les sports, en réalité. Hein. Donc, à toujours vouloir faire plus, est-ce qu'on y gagne vraiment ? Est-ce que un France-Brésil ou un France-Nouvelle-Zélande, c'est pas du charme ? Parce que justement, on le voit tous les 4 ans. On le voit pas tous les 6 mois. C'est ça aussi la magie du sport. Les JO, si on le voit tous les 6 mois, Paris 2024, c'était beau parce que peut-être que ça faisait 100 ans qu'on ne l'avait pas vu. Oui, aussi. Mais donc, c'est une question presque existentielle. Moi, je suis passionné de sport et des grands événements sportifs. Moi aussi. Et donc, j'ai envie de les voir, j'ai envie de continuer de regarder les Coupes du Monde de rugby ou des beaux France All Black ou France Afrique du Sud. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que vous portez, il y a un niveau international où finalement l'argument pèse pas. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Alors là, peut-être par exemple la Fédération internationale de rugby, je ne sais pas si vous avez essayé de les convaincre et si oui, comment vous avez été reçu? Alors la fédération, le World Rugby a diminué, je sais par exemple, le nombre de matchs du tournoi de rugby à 7, et avait enlevé une date, avait optimisé aussi les déplacements. Oui, on peut parler des circuits, effectivement. Des circuits qui sont de plus en plus optimisés. Mais oui, on est dans la contradiction permanente. Hein. Je sais que World Rugby réfléchit pour les prochaines Coupes du Monde à... ce sera peut-être pas le bon terme, mais à régionaliser l'accès au stade et à limiter. Mais la beauté de ces grands événements, c'est aussi de se rencontrer. Hein. On est des êtres humains et on a besoin de se rencontrer, d'échanger. Donc, j'ai le même problématique en interne. Voilà, hein. mais moi, j'ai pas résolu ma contradiction parce qu'encore une fois, j'ai envie de les regarder, ces événements. Vous étiez au Congrès mondial de la nature il y a peu de temps, avec quoi? Avec un projet de livre blanc, c'est ça? Alors, j'étais au Congrès mondial de la nature. Moi, j'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement, notamment, et on a présenté un livre blanc avec l'AFD en partenaire et l'UICN, qui est l'Union internationale de la conservation de la nature, et justement sur l'utilisation du sport dans la protection de la biodiversité et de la nature, comment les ONG de conservation peuvent utiliser le sport comme moyen de sensibilisation de protection de la nature, et comment le sport peut justement intégrer ces notions de protection de la nature, et vous me voyez venir, le prochain step, quoi. C'est justement que demain, on puisse intégrer cette protection de la nature dans les valeurs universelles du sport. Et je pense que c'est un combat qu'il faut mener. Il y a des ONG qui s'en emparent d'ores et déjà? On va le faire. On va s'en emparer. Donc ça, c'est un cap supplémentaire. Votre entreprise, elle est agréée ESUS, donc économie solidaire, l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi avoir fait le choix d'une entreprise de l'ESS agréée ESUS? On a regardé différents modèles. Est-ce qu'on partait sur une ONG? Est-ce qu'on partait sur une entreprise à mission? Et le modèle qui nous plaisait le plus, qui avait pour nous le plus d'impact, c'était l'entreprise de l'ESS agréée ESUS, qui demande quand même quelques contraintes sur les salaires, sur les engagements de l'entreprise, sur les capitaux, etc. Et on avait vraiment envie d'aller dans cette voie-là. C'était un choix collectif. Voilà. Et ça vous ouvre des portes? Ou c'est simplement en interne, c'est dans une forme de cohérence avec votre engagement? C'est une forme de cohérence avec notre engagement. On n'a pas cherché, ça nous ouvrait des portes aujourd'hui. C'est vrai qu'on est focalisé sur le développement même de Fairplay. Mais non, c'est en cohérence avec nos engagements et peut-être avec l'entreprise de demain, quoi. Je voudrais qu'on revienne on a parlé des grands événements sportifs, on a parlé des clubs, on a parlé de fédérations ou des ligues. Et puis alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait la question des équipements et de la consommation énergétique des équipements. Avec ce chiffre sur la consommation électrique des enceintes sportives, 40% de cette consommation électrique
gymnase, dojo, piscine, patinoire, etc., elle est gaspillée en déperdition de chaleur. Est-ce que déjà la prise de conscience existe? Vous expliquiez tout à l'heure que ça commençait par là, souvent, le label Fair Play for Planet. La prise de conscience existe, elle a été pointée du doigt lors de la crise énergétique, avec le plan de sobriété, justement, qui a été déployé par le ministère des Sports. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et en effet, 40% d'énergie produite est perdue. Alors qu'on pourrait la récupérer, la réutiliser, la réintégrer à des réseaux de chaleur, etc. Exactement. Et en même temps, il y a une étude qui a été faite sur un bâtiment neuf. Alors, je crois que c'était en Allemagne. Neuf, donc tout bien équipé. J'ai pas tous les détails, et en réalité, à la fin, les personnes qui utilisaient cet équipement faisaient beaucoup moins attention à la clim, au chauffage, à l'eau. Ça arrive aussi. Et donc, c'est pour ça que il y a rénovation et en même temps sensibilisation. Pour moi, c'est important parce qu'on est tous pareils. Quand on sort d'un match de foot ou d'un gymnase et qu'il fait un peu froid et que l'eau coule, on l'a tous vécu, il y a un tout petit peu d'eau, on va vite, on se dépêche, on ferme vite les portes, on éteint la lumière. Dès qu'il y a un peu plus de confort, on en profite. La douche dure beaucoup plus longtemps. Et on ne fait pas attention si la fenêtre est ouverte, s'il y a le chauffage à fond. Donc, il y a un double enjeu de sensibilisation, d'éducation et je pense que c'est la répétition. Et en même temps, en effet, il y a besoin aussi de rénover, de meilleurs équipements demain. Merci beaucoup, Julien Pierre, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. C'est Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation. On est en duplex avec Frédéric Mitten, le président de Cosma. Bonjour, bienvenue à vous. Entreprise que vous avez créée en 2022. C'est quoi Cosma? Racontez-moi. Bonjour. Alors Cosma, c'est une entreprise qui fait de l'imagerie sous-marine nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on déploie des petits drones sous-marins qui vont prendre des photos en fond de mer et aller chercher de la donnée très précise sur des grandes surfaces pour faire des analyses, en particulier des écosystèmes sous-marins. Mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Et on va détailler ça. Vous êtes actif, la création de l'entreprise, mais vous avez commencé à utiliser ces drones depuis combien de temps et dans quelles circonstances? Le projet, il a vraiment démarré en 2023 avec l'Ifremer. Et en 2024, on a fait nos premiers projets côtiers commerciaux pour des compagnies comme Aegis, par exemple. Et en 2025, on a commencé à déployer sur des vrais projets industriels un peu plus loin des côtes et sur différents cas d'usage. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un projet qu'on avait fait au Portugal sur, par exemple, un site de restauration de kelp où il y avait une biodiversité absolument exceptionnelle. Alors justement, c'est ce qui, moi, m'intrigue, c'est les différents usages. Parce que je vois bien un usage qui est finalement la méconnaissance des fonds marins. Paradoxalement, c'est un univers qu'on connaît assez peu, donc j'imagine qu'il y a cet usage-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors en premier lieu, effectivement, c'est comprendre ce qui vit dans le fond de mer, c'est un sujet qui est important, notamment au vu du rôle de l'océan comme un régulateur du climat ou comme une source de biodiversité. Les biologistes, c'est les plus exigeants en termes de qualité d'image et de coût finalement à l'hectare ou au kilomètre carré. Mais en apportant cette nouvelle technologie de robotique et de data science, on peut aussi servir les besoins de la surveillance des infrastructures critiques sous-marines, les câbles, les pipelines, etc., qui ont été installés ou qui vont être installés en fond de mer. S'assurer qu'il n'y a pas de danger aussi, tels que les anciennes bombes de la Seconde Guerre mondiale qui continuent de joncher les sols des fonds marins. Et puis de la surveillance de zones, d'entrée de port, etc., pour assurer la sécurité du trafic maritime. Alors, qui sont vos clients, on va dire, entreprises si vous pouvez nous en citer quelques-uns, avec des cas d'usage justement un peu différents. Alors, on a plusieurs types de clients. Typiquement, des organisations non gouvernementales comme le World Wilderness Fund,
pour qui on a travaillé sur un projet de démantèlement d'une ferme aquacole. On a des énergéticiens tels que l'allemand RWE, avec qui on travaille principalement sur l'éolien, sur des sujets d'études d'impact environnemental en mer, mais aussi des pollutions pyrotechniques. Et puis, on travaille aussi pour les services de l'État, pour d'autres opérateurs éoliens, sur de la surveillance d'infrastructures. Ouais. Alors, j'aurais pu commencer par là, mais sur la technologie, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos drones? Expliquez-nous. Alors, nos drones sont tout petits, 80 cm par 40 par 30. Ils naviguent très proche du fond. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils vont établir un contact visuel avec le fond. Et ils sont suffisamment petits et agiles pour qu'on puisse en déployer plusieurs et que la solution soit ce qu'on appelle scalable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler à petite échelle, mais en mettant beaucoup de drones à travailler à plus grande échelle. Et ça permet d'avoir un modèle économique qui fait que ces données sont d'une qualité sensiblement supérieure à ce qui existe aujourd'hui, mais tout à fait abordable pour de grandes surfaces. Et vous les pilotez depuis un bateau, j'imagine la scène, c'est ça? Alors, effectivement, on ne peut pas en mettre beaucoup si on devait avoir un câble à chaque fois. Donc, c'est des drones qui sont non câblés. Et par conséquent, on ne peut pas avoir de communication électromagnétique avec eux. Donc, on communique par acoustique en essayant d'être le plus frugal possible dans nos communications acoustiques avec les drones de fond. Un dernier mot, il nous reste 1 minute, avec une levée de fonds annoncée récemment de 2 500 000 €. Quelle stratégie? La montée en puissance, j'imagine. Alors, jusqu'à maintenant, on avait vraiment bénéficié de beaucoup d'aides publiques, notamment de l'Ifremer en premier lieu, puis de la BPI via iLab ou les programmes France 2030. Et là, la levée de fonds, ça a quelque part validé la pertinence de notre modèle économique et du marché qu'on va servir. Ça nous permet de continuer de développer des nouveaux drones et surtout toute la plateforme de traitement de la donnée qui permet de fournir des résultats rapidement, bien géoréférencés et d'aller détecter que ce soit des espèces protégées ou des dangers en fond de mer. Donc maintenant, il s'agit de servir les besoins des clients et chaque projet prend du temps. C'est un monde où on installe des choses en fond de mer pour 25 ans. Donc il faut du temps pour être connu sur le marché et travailler avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est principalement ça que la levée est venue permettre. Merci beaucoup Frédéric Mitten et bon vent à Cosma. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous et à demain sur Be Smart for Change.